Messieurs, dames, on va commencer. J'espère que vous avez déjà vu les premiers éléments de réponse parce que je me posais ces questions hier. Je me disais, je vais en débattre avec Souleymane pour avoir son avis sur les statistiques. Merci, Souleymane. Ben, sans plus attendre, on va démarrer. Mais avant de démarrer, j'ai trois petites questions pour vous, de brise-glace. Ça commence Allez-y, à être un format maintenant sur Entourage. Avant qu'on démarre la masterclass, on veut introduire Souleymane Hall à la communauté Entourage. J'ai trois questions pour vous, Souleymane. allez-y. Vous, pourquoi c'est important d'avoir un réseau professionnel en Afrique, de bâtir son réseau professionnel en Afrique? Pourquoi c'est important? Alors là, c'est une très bonne question et une question assez aisée parce que bon, moi, ma conviction, ça fait 24 ans que je suis dans le monde professionnel. Je pense 50%, un peu moins en Europe et 50% du temps en Afrique. Et d'abord, de façon générale, peu importe qu'on soit en Europe ou qu'on soit en Afrique, avoir un réseau, c'est important. Pouvoir accéder aux décideurs et gagner du temps, expliquer ses projets, ses initiatives à la personne qui décide et aux personnes importantes, c'est important. Donc, plus on a un réseau important, plus ça va vite. Ça, c'est important. Je pense que ce que je dis, j'enfonce des portes ouvertes, mais l'importance du réseau, c'est transverse dans tous les pays du monde. Maintenant, je pense que moins les marchés sont structurés, moins les marchés sont matures, ce qui est le cas de l'Afrique, c'est une réalité, plus la dimension humaine prend du temps et qu'il y a beaucoup de business qui se font en communauté ou selon les réseaux. C'est encore quand même très important de connaître les bonnes personnes. En Afrique ou dans les marchés émergents de façon générale, plus que dans les marchés matures où c'est extrêmement structuré, il y a des appels d'offres. Voilà, le gré à gré se fait de moins en moins. Je ne dis pas qu'en Afrique, Hmm. c'est gré à gré, mais il y a quand même une dimension humaine qui est beaucoup plus importante dans nos marchés que sur les marchés matures. Donc, plus on se fait de réseau, plus simple c'est, ça facilite en tout cas sa progression et son business. Et surtout quand on est dans le développement, en tout cas dans le développement hôtelier ou n'importe quel type de développement, c'est important d'avoir un réseau pour avoir accès au financement. Parce Hmm. qu'il faut garder en tête quand même en Afrique, les family office ont une importance très importante, bah, assez importante par rapport à d'autres marchés. Il y a beaucoup de business qui sont tenus par des familles et c'est important de connaître où se trouve le capital pour pouvoir lever des fonds. En Europe, encore une fois, ou dans les marchés matures, les levées de fonds se font systématiquement avec des banques et en Afrique également, mais derrière, il y a beaucoup de family office et donc c'est important d'avoir des réseaux. C'est très, très important. Très clair. Deuxième question. Quel est le conseil qui vous a marqué, qui a marqué le plus votre carrière, votre parcours? Ouf. Le Celle-là, conseil. celle-là, elle est moins simple. Bon, j'en ai eu beaucoup. D'abord, j'ai eu la chance dans ma carrière de croiser quand on parle de réseau, de croiser des bonnes personnes, des personnes qui m'ont aidé à accélérer ma carrière. Alors, le, les conseils les plus importants, j'en ai beaucoup. En tout cas, moi, si j'en ai un, d'abord, un, c'est d'accepter l'échec. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit il y a plus de 20 ans et que j'ai gardé en tête. Il faut toujours en tirer des leçons pour la prochaine étape. Ça, c'est important. Alors, c'est pas un conseil, mais c'est un constat que moi-même j'ai fait. C'est mathématique ce que je dis, hein, mais la force du travail, c'est important. D'ailleurs, hier, j'étais sur un panel où on discutait du capital humain en Afrique. Et, euh, et j'ai découvert hier, de façon statistique, mais je l'avais intuitivement, qu'en Afrique, le niveau de productivité était 10 fois supérieur au niveau de productivité par personne, je disais, hein, d'un Asiatique et 5 fois moins qu'en Europe et 10 fois moins qu'aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord. Donc simplement, ce qu'on dit, c'est qu'en Afrique, globalement, on est moins productif que sur les autres continents au niveau individuel. Donc c'est mathématique, hein, ce que je dis, si c'est pas clair. Si aujourd'hui on travaille 8 heures par jour et qu'on produit 8 fois moins qu'un Asiatique ou 10 fois moins qu'un Américain, il est évident qu'au bout de 10 ans, il y a un écart très important en termes de richesse entre nous et les autres. Donc ce que je dis, c'est basique aussi, mais, euh, mais c'est assez important de garder en tête que ce qui fait la différence au bout du bout, c'est quand même notre capacité à produire de la richesse et à créer de la valeur sur la durée. Donc ça, c'est important. Et puis moi, le dernier conseil, c'est de rester authentique.
On est sur un continent qui a un fonctionnement très spécifique, des valeurs, et on n'est pas obligé de copier un modèle d'ailleurs pour réussir. On peut créer notre modèle de réussite à nous-mêmes sur le continent, et donc pour moi, ça, c'est hyper important. Je résume les trois conseils en un conseil. Accepter l'échec, la force du Mmh. travail et rester authentique. C'est ça, à peu près. Très clair. Et dernière question pour vous. Si vous étiez un animal, ce serait lequel et pourquoi? Si j'étais un animal, alors je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que dans mon expérience professionnelle, on m'a toujours comparé à un chat. Un Euh, chat. oui, parce que bah, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avoir cette capacité de toujours rebondir sur ses pattes et repartir si on a des projets qui ne sont pas bien passés ou peu importe. En tout cas, c'est pouvoir avoir la capacité de rebondir. Donc, On moi, dit. je pense que c'est le fil rouge de ma carrière. Très clair. Parfait. Un petit mot sur entourage avant qu'on démarre? Alors, un petit mot. Alors, d'abord, moi, une belle découverte. Ça fait plusieurs semaines et plusieurs mois qu'on se parle. Moi, je trouve que c'est un projet pertinent. On parlait tout à l'heure de networking et de réseau. Je pense qu'on a vraiment ici un véhicule qui permet d'abord de partager de l'expertise. Et c'est hyper important de transmettre. Moi, en tout cas, je suis très à cheval là-dessus. La transmission de savoir. Et quand on a eu des mentors ou on a rencontré des gens qui vous ont fait confiance et qui vous ont transmis du savoir et qui vous ont fait confiance, moi, je trouve que c'est important à notre niveau de carrière. Si on veut supporter le développement du continent, de aussi transmettre notre savoir-faire à d'autres générations. Et c'est pas toujours simple. Et ce type de forum, en tout cas, merci d'avoir pris l'initiative, nous permet à nous de pouvoir donner une partie de ce qu'on a reçu de d'autres personnes. Super. Merci beaucoup, Suleiman. Messieurs, dames, bonjour. Merci de nous rejoindre. On va démarrer euh, officiellement cette masterclass avec Monsieur Suleiman Hall, qui vous présentera une keynote thématique sur sa thématique tout à l'heure. Je me présente brièvement. Je suis Raouda Taminou. Je suis la fondatrice de cette plateforme Entourage qui a pour vocation de démocratiser l'accès aux experts de premier plan en Afrique. Comme l'a dit Souleymane, on s'est lancé il y a quasiment 2 mois maintenant avec une quarantaine, maintenant une cinquantaine d'experts de premier plan qui sont là pour vous accélérer votre trajectoire en Afrique. C'est des devanciers qui ont connu les mêmes problèmes, les mêmes obstacles que vous à un moment donné de leur carrière et qui sont prêts à transmettre aujourd'hui. C'est des décideurs, donc c'est des chefs d'entreprise, des COO comme Souleymane et qui peuvent vous apporter des opportunités, des contacts pour aller plus loin, plus vite. Et c'est bien sûr des facilitateurs, des connecteurs. L'objectif avec Entourage, c'est de soutenir ceux qui vont construire ceux qui construisent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Comment est-ce qu'on fait cela? On a mis en place une plateforme qui vous permet de réserver des appels vidéo payants de 30 minutes à 60 minutes avec ces experts qui évoluent en Afrique afin d'obtenir des conseils personnalisés pour développer votre carrière ou votre business. On vous donne un accès direct à ces experts qui sont très occupés, qui d'habitude sont tellement sollicités mais n'ont pas de temps pour transmettre. Mais aujourd'hui, ils s'engagent tous à transmettre en moyenne 1 heure à 2 heures par semaine sur Entourage aux talents qui veulent construire l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. C'est ce qu'on fait sur Entourage. Pourquoi utiliser Entourage? 3 raisons. On vous connecte à ces experts de qualité. Vous obtenez des conseils personnalisés pour aller beaucoup plus vite et ainsi vous atteignez vos objectifs beaucoup plus facilement. Voilà brièvement ce qu'on fait chez Entourage. Et maintenant, voilà le programme pour lequel on est ensemble. On a une keynote thématique de M. Suleiman Hall sur la thématique réinventer l'hôtellerie et le tourisme en Afrique. Quelles sont les stratégies de croissance et d'innovation durable pour un impact, d'innovation pour un impact durable, pardon. Ensuite, on a recueilli 50 questions, je crois, ou 60 questions en tout de participants, qu'on vous a résumé en une dizaine de questions, Suleiman, que je vous poserai tout à l'heure. Et enfin, on présentera la collaboration entre vous et nous sur la plateforme et comment les participants peuvent échanger avec vous pour aller plus loin. Ça vous va? Très bien. La parole est à vous. Alors, comme le temps est compté, je vais essayer d'être bref pour vous donner vraiment des éléments très macro sur l'hôtellerie et le tourisme en Afrique. Je ne vais pas non plus vous abreuver de chiffres parce que de toute façon, on est quand même en 2024. La plupart des chiffres que je vais vous donner sont disponibles, que ce soit en tout cas sur différents supports, que ce soit sur Internet ou c'est en accès libre la data, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais c'est quand même important de comprendre qu'aujourd'hui, on est sur un marché en Afrique où il y a à peu près tout à faire en termes d'hôtellerie. L'Afrique, globalement, représente moins de 5%
à des voyageurs ou des arrivées de touristes dans le monde. Alors, il y a quelques pays que vous connaissez qui sont leaders. Alors, selon les sources, les classements varient, mais le top 5 ou le top 3 reste toujours le même, entre le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie et le Kenya. Donc, c'est les pays qui drivent le business du voyage et du tourisme de façon générale en Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'aujourd'hui, toutes les perspectives, en tout cas, tous les indicateurs annoncent à minima un doublement du nombre d'arrivées en Afrique d'ici 2030. Donc 2030, c'est dans 6 ans. Et donc, ça veut dire que d'ici 2030, on devrait arriver autour de 130 millions de visiteurs en Afrique. Donc, ce qui est encore très loin du potentiel du continent, pour deux raisons. Juste pour vous donner des éléments de comparaison. Aujourd'hui, un pays comme la France, qu'on connaît tous, reçoit à peu près 84 millions de visiteurs par an à date, alors que l'Afrique est en dessous de 70 millions, tout le continent cumulé à date sur une année. Donc on est en dessous d'un pays comme la France quand on agrège l'ensemble des visiteurs de l'Afrique. Donc ça vous donne le potentiel aujourd'hui de développement qu'on a. Donc doubler le nombre de visiteurs à échéance 2030 peut paraître, on va dire, une croissance importante, mais en réalité, on resterait autour de 7, en tout cas en dessous de 9% du nombre de voyageurs dans le monde. Donc ça, c'est un. Donc le potentiel est très important. Le deuxième point, c'est que, encore une fois, selon les sources, on est sur un continent avec 1 milliard 2 d'habitants. La classe moyenne, donc ce qui est la classe qui est à peu près le marché que l'on cible, qui est la classe qui est capable aujourd'hui, qui a les moyens de voyager, est estimée à peu près 400 millions d'habitants. Donc faites le parallèle entre les 67 millions de visiteurs dont je vous parle et les 400 millions de la classe moyenne, et vous voyez que le potentiel est très important pour l'ensemble du continent. Donc, donc ça, c'est pour la taille du marché. Et globalement, quand on regarde sur quasiment toutes les capitales d'Afrique, on est globalement sur une sous-capacité hôtelière, quelle que soit la destination, à l'exception de quelques villes comme Cape Town, Johannesburg, Casablanca, Nairobi, qui sont aujourd'hui peut-être pas saturées, mais qui sont en termes de supply suffisamment dotées en termes de nombre de chambres. Mais globalement, sur l'Afrique, on est en sous-capacité hôtelière au regard des croissances et au regard du potentiel du marché. Donc ça, c'est un marché porteur. Et la troisième peut-être information importante à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, ce marché, il est trusté pour l'essentiel par des marques internationales. L'offre hôtelière est pour l'essentiel dominée par les grandes marques que vous connaissez, qui sont Accor, Hilton, Sheraton, Meridia et ainsi de suite, que vous connaissez. Les marques africaines sont très limitées sur le continent. Il y en a quelques-unes que vous connaissez. Azala est en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui sont en Afrique du Sud, il y a la chaîne City Lodge. Au Maroc, on a deux grandes chaînes qui sont Kenzi et Atlas. Mais la marque pour laquelle je travaille aujourd'hui est Onomo, qui est aujourd'hui la seule marque africaine qui est présente sur l'ensemble du continent. Donc, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est ou l'Afrique du Nord, c'est la seule marque africaine qui est présente sur l'ensemble du continent. Toutes les autres marques que j'ai citées précédemment sont des marques qui sont des marques régionales. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on se rend compte qu'on est dans un secteur d'activité qui est extrêmement porteur et qui peut aujourd'hui être, en tout cas, un secteur qui peut porter la carrière de l'ensemble des jeunes. Donc, alors, une autre indication, vous le savez tous là aussi, la population africaine est extrêmement jeune, avec le bémol que le niveau de chômage, ou en tout cas, qu'on parle du secteur formel ou informel des moins de 25 ans, est assez élevé. Donc, je ne vais pas vous donner le chiffre parce que les chiffres sont quand même souvent non officiels ou très variés d'un pays à l'autre. Mais on est sur des niveaux d'inactivité ou de chômage assez importants sur cette tranche d'âge, alors que l'hôtellerie est un métier où on demande des niveaux de compétences à l'entrée qui sont très, très basiques pour entrer dans ce secteur d'activité. Et c'est l'un des derniers secteurs d'activité pour lesquels on peut rentrer très bas dans l'échelle et arriver sur des niveaux de management ou de top management
assez rapidement. D'autres secteurs d'activité peuvent le faire encore aujourd'hui, mais la sophistication sur certaines disciplines fait qu'il faut des niveaux de formation assez importants pour accéder à des postes de management ou d'exécutif. Au niveau de l'hôtellerie, euh, c'est encore aujourd'hui possible d'avoir des carrières assez linéaires dans ce secteur d'activité. Donc, quand on prend tout ça bout à bout, mon point, c'est de dire on est sur un secteur porteur. Les marges de progression sont importantes. Alors, je reviens sur l'indication de 50% de l'audience qui est là pour des questions de business, donc on en parlera un peu plus tard. Et c'est un secteur qui est rentable sur la durée. Alors, pour ceux qui sont familiers avec les indicateurs d'immobilier, c'est un investissement long terme, couplé à de l'opérationnel qui est censé en tout cas générer du cash à court terme. Donc, en fait, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que c'est un marché qui coche toutes les cases en termes d'investissement ou pour un plan de carrière. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Très clair. Avant de passer aux questions, il y a juste il y a des sous-thématiques hein, qui ont été identifiées. Comment est-ce qu'on se positionne justement dans un marché qui est dominé par les grandes chaînes internationales? Comment Onomo, par exemple, s'est positionné en tant que chaîne africaine, comme panafricaine sur tout le continent? Comment on se positionne par rapport à ces acteurs que vous avez cités, Accor, Hilton, Sheraton, ainsi de suite? Alors, comment on se positionne? Alors, Onomo, pour vous raconter l'histoire très simple, Euh, aujourd'hui, comme vous le savez, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel du marché est trusté par les banques internationales. On a des voyageurs domestiques aujourd'hui pour lesquels il n'existait pas, pardon, une offre adaptée. Donc, et principalement, aujourd'hui, un cadre supérieur ou un cadre, en tout cas sur l'Afrique de façon générale, se déplace avec des tickets moyens de voyage entre, si je prends en euros, pardon, pour pouvoir comparer avec tout le monde, parce que là aussi on a des devises différentes d'un pays à l'autre, on est sur un ticket moyen entre 80 et 100 euros. Donc aujourd'hui, jusqu'en 2010, l'offre hôtelière sur ce segment-là était assez, on va dire, assez peu occupée. Les marques internationales étaient souvent présentes sur des produits très upscale, ou en tout cas upscale à minima, ou des produits très bas de gamme qui étaient occupés par on va dire des investisseurs individuels qui pour l'essentiel, ne respectaient pas les standards internationaux. Donc, il existait en tout cas un vide entre ces deux-là, qu'Onomo s'est dépêché en tout cas d'occuper avec une offre simple destinée à la clientèle domestique africaine à des prix accessibles. Donc, les prix moyens, comme je le disais, sont entre 80 et 100 euros pour l'essentiel des hôtels, qu'on soit au Maroc, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Sud, ou même en Afrique de l'Est. Et donc, c'était un positionnement, on va dire, mid-scale pour reprendre le jargon. Maintenant, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment dans la presse. Aujourd'hui, on est présent sur trois segments. Donc, on est sur le mid-scale. On a créé une marque qui s'appelle Onomo Allure, qui aujourd'hui occupe le marché, on va dire, upscale, pour parler de façon simple, entre du 4 étoiles plus. Et on a aujourd'hui une marque qui va être très premium, sur lequel on communiquera bientôt, mais qui va se positionner sur du 5 étoiles plus. Donc, ça permettra de couvrir en vertical l'ensemble de l'offre, donc de l'économique jusqu'au luxe. Et ensuite, ça permettra en horizontal d'être présent sur l'ensemble des pays en Afrique avec un plan de développement assez ambitieux qui nous permettrait, pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, on a 23 hôtels sur 13 pays et on devrait arriver à échéance, en tout cas dans 5 ans, à doubler le parc pour arriver autour de 50 hôtels sur l'ensemble du continent. Donc voilà comment on se positionne sur le marché hôtelier. Et encore une fois, que ça soit sur du boutique hôtel, de l'hôtel standardisé, mid-scale ou upscale, en tout cas l'offre est assez limitée sur le continent, l'offre de qualité avec des standards internationaux est assez limitée. Et donc, on s'engouffre dans cette brèche pour pouvoir proposer aux voyageurs africains ou des voyageurs internationaux qui souhaitent découvrir l'Afrique à travers une marque locale, une expérience assez unique. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la force de la marque.
Mais justement, je pense que la deuxième sous-thématique de la keynote est un peu sur ce point-là. Comment est-ce Ouais. qu'on conçoit ces concepts hôteliers touristiques innovants? Vous avez parlé de, voilà, avec Onomo, il y a une touche artistique, une touche culturelle, il y a une marque africaine. Est-ce que c'est ça qui a fait le succès aujourd'hui, le fait de se différencier avec des concepts hôteliers et touristiques innovants? Alors, ce qui fait notre force, clairement, c'est notre ADN, elle est très domestique. Et en fait, on est domestique ou local, selon, en tout cas, comment vous le comprenez. Mais l'idée, nous, ce qu'on essaie de proposer au marché, c'est une hôtellerie simple, accessible, mais surtout, une hôtellerie qui fait vivre à tous les voyageurs une expérience locale. Donc, pour illustrer ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez au Maroc, la différence entre un hôtel Onomo et un hôtel d'une marque internationale, c'est qu'on propose aux clients, parce que bon, la durée moyenne de séjour dans les hôtels, en tout cas hôtels d'affaires, c'est en général 2 nuits, 2 nuits, 2 nuits et demie. Donc l'ambition pour nous, c'est en 2 jours de faire découvrir aux clients toute l'expérience locale en termes de façon culturelle, en termes de musique, de restauration, de way of living, comment on dit ça, de manière de vivre Oui. dans le pays. Et donc, c'est l'ambition qu'on essaie d'avoir. Donc, les hôtels sont décorés, la restauration adaptée, le staff est pour l'essentiel 100% local. Et donc, c'est ce qui permet à un voyageur qui ne connaît pas le pays, sur un concentré de 2 jours, de découvrir l'essentiel du pays. Et donc, la culture prend une place très importante dans la définition de la marque. Et donc, on a mis en place des festivals, des journées culturelles dans nos hôtels pour pouvoir showcaser à nos clients le meilleur de nous-mêmes. D'ailleurs, on a créé en dessous, Mm. à l'intérieur de la marque, une marque qui s'appelle Africa Finest, qui veut simplement dire le meilleur de l'Afrique. Et en fait, chaque fois que vous êtes dans les hôtels Onomo, en tout cas, la promesse client, c'est de vous montrer en 2 jours ce que l'Afrique a de mieux. Donc, c'est plutôt ça l'ambition et ce qui fait aujourd'hui le succès de nos hôtels. Et pour vous donner 2 chiffres, j'insiste sur les chiffres, mais c'est important pour garder les éléments en tête. Avant 2008, je ne travaillais pas pour Onomo, mais les statistiques qu'on avait à l'époque disaient que à peu près 66% des clients qui dormaient dans les hôtels en Afrique venaient d'Europe ou d'ailleurs, en tout cas ne venaient pas d'Afrique. Aujourd'hui, dans nos hôtels, on est à peu près on est à peu près sur le même chiffre, mais dans l'autre sens. 2 tiers de nos clients viennent du marché domestique, donc en lien avec les 400 millions de voyageurs que j'évoquais tout à l'heure. Donc en fait, le pari qu'on avait fait du marché domestique fonctionne. Et l'autre tiers, c'est des clients non africains qui souhaitent découvrir l'Afrique à travers nos hôtels. Donc, et en plus, il y a de la place pour l'innovation parce que quand même, le champ des possibles au niveau culturel en Afrique est largement sous-exploité. Oui. On va creuser ça tout à l'heure avec les questions des participants. On aborde juste les deux dernières sous-thématiques hein, de la keynote. Comment est-ce qu'on évalue les risques dans des environnements sensibles pour faire un investissement justement hôtelier? Alors, les risques ils sont de Les trois plusieurs pays. ordres. Tout à l'heure, j'évoquais la partie immobilière de notre métier, parce que pour faire un hôtel, il y a un investissement immobilier, il faut acquérir du foncier, il faut construire un hôtel. Et donc, il y a plusieurs risques. Le premier risque, c'est de se tromper de localisation, parce que l'hôtellerie, quand même, c'est quand même le premier critère, c'est d'avoir la bonne localisation. On ne construit pas un hôtel d'affaires au milieu du désert. Ça n'a pas d'intérêt, donc je tire le trait, mais c'est pour juste qu'on ait qu'on comprenne mon point. Donc, ne pas se tromper de localisation, c'est important. Alors, il y a des indicateurs que je pourrais partager, mais il y a des coûts d'investissement à la clé. Donc, à la clé, c'est par chambre. Donc, il y a des coûts standards qui sont assez standardisés selon qu'on est sur du 2, du 3 ou du 4 étoiles. Donc, ne pas se tromper dans son projet. Donc, c'est important pour la rentabilité à long terme. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et puis, le troisième point, c'est le capital humain. Donc, ça, c'est hyper important. On fait un métier de service qui repose pour l'essentiel sur la qualité des ressources humaines. Et donc, si je descends de façon un peu plus micro, les ressources humaines, c'est la première, on va dire, c'est la dépense la plus importante sur le PNL d'un hôtel, sur un compte d'exploitation d'hôtel. Donc, la masse salariale d'un hôtel est le point le plus important. Donc, il faut
s'assurer qu'on a les bonnes personnes pour pouvoir délivrer le niveau de service escompté avec des standards internationaux, surtout de respect d'hygiène dans les hôtels et de respect d'un niveau de qualité de service important. Et après, il y a d'autres points qui sont importants à garder en tête, qui sont assez limitants en Afrique. C'est les coûts de l'énergie. L'énergie, en tout cas par rapport à d'autres régions du monde, a des niveaux de coûts assez importants. Donc, il faut pouvoir les optimiser et les gérer pour pouvoir être rentable. Donc, une fois qu'on a maîtrisé ces éléments, bonne relocalisation, maîtriser son niveau d'investissement, avoir le bon capital humain et optimiser, on va dire, toutes les autres charges, que ce soit l'énergie, le staff et il y a des sujets de maintenance aussi qui sont assez importants. Bon, en général, on a un business qui est plutôt rentable. Voilà. Donc ça, c'est les risques. Après, je rajouterai un facteur un peu, on va dire, exogène, qui n'est pas forcément lié à l'hôtellerie, sur le continent africain, et il ne faut pas non plus qu'on se voile la face. Il y a des risques politiques, sécuritaires C'est ça. plus élevés que dans d'autres régions, c'est une réalité. Donc, il faut pouvoir l'intégrer et que ce n'est pas un business qui est linéaire. Mais là aussi, ce n'est pas lié au secteur de l'hôtellerie, c'est assez transverse à beaucoup de secteurs d'activité. Peut-être avec un niveau, on va dire, de vigilance plus important pour l'hôtellerie, parce que dès qu'il y a une guerre, une grève, des élections qui se passent mal dans un pays africain, il y a le principe de précaution font que nos voyageurs évitent d'y aller. Et d'ailleurs, c'est pour ça que alors, le revers, le bon côté des choses, c'est que le marché domestique aujourd'hui est un marché qui est assez résilient. Et d'ailleurs, nous, on a traversé le Covid sur l'Afrique de l'Ouest, essentiellement grâce au marché domestique, qui a très vite réouvert les frontières et les compagnies aériennes locales ont recommencé à ouvrir leurs vols plus tôt que les compagnies internationales. Et donc, on va dire, je vais dire ça avec un peu d'humour, mais à force de pandémie, d'élections qui se passent mal, de coups d'État, bah, on a créé des régions qui sont assez résilientes aux crises. Et donc, les gens vivent avec et continuent de faire du business malgré le contexte qui est pas toujours simple. Et donc, ça permet en tout cas, ça nous a permis à nous de traverser voilà, des situations difficiles dans certaines régions. Donc, ça, il faut le garder en tête. C'est un vrai risque. C'est un risque, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas y aller. C'est ce que vous êtes en train Non, de dire. exactement, non, c'est un risque. Et comme pour tout métier, il y a des parts de risque. Mais encore une fois, on a une clientèle, une population africaine assez résiliente. Et moi, j'ai bon espoir que ces sujets sont derrière nous, parce qu'il y a quand même beaucoup de maturité de plus en plus dans les pays. D'abord, pas parce que je suis sénégalais, mais les élections au Sénégal se passent en général bien, malgré quelques crises. Les gros pays comme le Nigeria, on a des élections voilà, qui génèrent une forme de tension dans le pays, mais ça finit par se régler. La Côte d'Ivoire, en tout cas, les dernières élections se sont plutôt bien passées. Donc, on sent qu'on est sur des régions qui sont de plus en plus matures et que les populations sont très orientées business et on a de moins en moins envie d'arrêter le business pour des raisons autres que, voilà, pour des raisons de sécurité ou des raisons d'élection ou autres. Donc, voilà, donc, Mm. en tout cas, là, on est sur une tendance qui est plutôt positive. Tout à fait. Et je pense aussi le pari que Onomo a fait, qui est de parier sur un tourisme interne, permet également de rassurer sur ce point-là, pour ne pas dépendre Exactement. uniquement voilà, des touristes ou des voyageurs internationaux. Très, Exactement. très clair. Et la dernière sous-thématique, c'était lié aux canaux de promotion. Quels sont les canaux de promotion les plus efficaces que vous avez testés pour le marché africain, justement, pour que votre message résonne avec votre audience? Alors, bon, j'avais regardé ça parce que j'ai vu ça dans les questions, mais on Oui. peut en parler tout de suite. Alors, l'hôtellerie n'échappe pas, en tout cas, l'hôtellerie en Afrique n'échappe pas au schéma de distribution de l'hôtellerie de façon générale. Aujourd'hui, le premier canal de distribution à travers, on va dire, toutes les régions, c'est le web, ce qu'on appelle, nous, la distribution en ligne. Ça représente entre 35 et 40% du revenu des hôtels, ce qui est assez important. Et sur des régions en Europe, on est sur des régions matures à 66 à 70% du revenu qui est du revenu distribué. Donc là aussi, on a beaucoup de progression. Mais la bonne nouvelle, c'est que la digitalisation permet de rattraper très vite le gap. Et tout porte à croire que
Entre 2025 et 2030, on sera autour de 50% du chiffre d'affaires qui passera par le web, pour faire simple. Et le reste sera du chiffre d'affaires offline, c'est-à-dire il y a encore une partie des clients qui réservent par téléphone ou qui viennent directement à l'hôtel réservé. Mais la tendance, c'est plutôt à la distribution en ligne. La force des réseaux sociaux permet aussi d'accélérer cette croissance et la digitalisation de façon générale des outils, que ce soit au niveau des hôtels ou au niveau des populations, porte cette tendance et donc on devrait très vite dépasser la barre des 50% du revenu. OK, très bien. Merci pour cette keynote. On va passer aux questions-réponses. On a reçu pas mal, comme je disais, environ une soixantaine qu'on a résumées en 10 thématiques phares. Donc, je vais vous les poser au fur et à mesure, mais il y en a quelques-unes qu'on a déjà identifiées. On va commencer par la question liée à la carrière, si vous voulez bien. Parce elle est souvent revenue, hein, celle-là. Donnez-moi une seconde, je la retrouve. Voilà. Carrière dans l'hôtellerie. Quelle stratégie adopter pour décrocher de bonnes opportunités d'emploi lorsqu'on débute dans l'hôtellerie et comment se positionner pour rester attractif dans le secteur? Alors, c'est une vaste question, mais ça dépend beaucoup de son background et de son niveau de connaissance du métier. Alors, moi, je vais commencer par la version la plus simple. C'est ceux qui ont choisi de faire une école hôtelière ou une formation d'hôtellerie ou de tourisme qui sont déjà préparés à, en tout cas, embrasser une carrière dans l'hôtellerie ou le voyage. Donc, pour eux, c'est assez simple. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui font des écoles prestigieuses comme l'école hôtelière de Lausanne, Vatel, qui sont des écoles assez prestigieuses que tout le monde connaît, qui sont destinées à des fonctions de management très vite. Donc, ils vont arriver, alors, gardez en tête que dans un hôtel, les fonctions de management, c'est le directeur d'hôtel et ses chefs de service. Donc, c'est plutôt ces fonctions-là dont je parle. Et donc, en général, quand les gens sortent d'école hôtelière, ils arrivent sur des fonctions, alors pour ceux qui sont familiers avec le métier, de responsable des ventes, responsable marketing, directeur d'hébergement, chef de réception. Voilà, donc ça, c'est les fonctions intermédiaires. Gouvernante générale, qui sont des fonctions, on va dire, purement métier, pour se préparer à une fonction de direction. Donc ça, c'est ceux qui sont préparés pour être hôteliers depuis leur parcours scolaire. Après, ce que je disais de l'autre côté, c'est que c'est encore un métier qui est accessible, même quand on ne vient pas de l'hôtellerie. D'abord, moi, j'en suis la preuve vivante. Je n'ai jamais passé une seule journée dans une école hôtelière. Donc je ne suis pas de l'hôtellerie dans l'absolu. Euh, Maintenant, comme je disais, c'est un métier où on peut apprendre la restauration, la réception, l'accueil. Ça, c'est des sous-métiers de base chez nous qu'on peut apprendre et on n'a pas besoin de faire, on va dire, d'avoir un niveau de formation très, très élevé pour pouvoir accéder à ces fonctions-là. Alors, il y a des écoles hôtelières qui préparent à ces métiers-là, ces métiers de base, encore une fois, restaurant, réception, salle, étage. Alors, pour que traduire ce que je dis en langage commun, les étages, c'est ceux qui sont censés nettoyer les étages, gérer la disponibilité au niveau des chambres, avec la réception, pardon. La restauration, je pense que c'est plus familier pour vous. On parle de chef de rang, de serveur, de responsable de salle, des gens que j'imagine que vous croisez quand vous êtes dans les restaurants. Et puis, il y a des agents d'accueil, voilà, des fonctions comme ça, ou des gens qui sont chargés de l'expérience client. Ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tard, pour la plupart du temps, même si c'est préférable de passer par une école hôtelière qui vous donne les basiques, parce qu'il y a des techniques de base, pour pouvoir accéder à ces fonctions-là très vite. Donc ça, il y a deux voies pour arriver dans cette carrière-là. Le point commun entre les deux, et ça c'est important, c'est que l'hôtellerie, contrairement à beaucoup de métiers, il n'y a pas d'heure d'ouverture et de fermeture. Donc un hôtel, ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas, voilà, c'est tout le temps. Donc, ça veut dire que je reviens à mes sujets de productivité. C'est des gens qui ont des niveaux de productivité supérieurs aux autres, qui passent les étapes plus vite que les autres. Et donc, ça, c'est basique, mais c'est hyper important de garder ça en tête. Et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, on a un taux, un turnover dans l'hôtellerie qui est très, très important. Un niveau de turnover qui est très important parce que c'est des métiers qui sont difficiles. C'est une réalité, il ne faut pas se cacher. Et un des challenges pour nous en tant qu'opérateur hôtelier, c'est de garder nos collaborateurs le plus longtemps possible.
Donc ça, c'est un vrai challenge parce que il y a beaucoup, beaucoup voilà, on va dire, d'abandon en cours de route parce qu'on travaille 7 jours sur 7 et 24 heures, bah, pas 24 heures, mais en tout cas quasiment tous les jours. Euh, et donc, c'est un métier qui vous prend beaucoup de temps. Et si je reviens à votre question au début de la masterclass, où vous me demandiez pourquoi on avait les moins de 10 ans qui représentaient la majorité de Oui, de l'audience. l'audience. Et donc, je vous disais que c'est une génération qui se pose beaucoup de questions très tôt pour avoir des réponses sur les next steps dans leur carrière. Mais la particularité de cette génération, en tout cas, les statistiques le disent, c'est une génération qui est moins loyale au travail et pour qui le travail n'est pas la priorité dans leur vie. Ils ont en tout cas une notion d'équilibre dans leur vie qui est plus importante que les générations d'avant, où le travail Hmm. n'occupe pas 80% de leur temps. Donc, ils ont besoin d'un équilibre vie privée, vie professionnelle. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Chacun enfin, comme il veut. Mais mon point, c'est de dire, donc du coup, c'est pas toujours compatible avec le métier de l'hôtellerie et de la restauration parce qu'on n'a pas forcément des week-ends, on n'a pas forcément les vacances en même temps que tout le monde. Et donc, pour la vie personnelle, il faut se poser des questions très tôt. Est-ce qu'on est prêt à s'engager à ce niveau-là pour pouvoir faire carrière? Ça, c'est important de garder ça en tête. Et alors, c'est pas parce que vous montez dans l'échelon que c'est moins valable. Vous ne voudrez peut-être pas travailler le samedi dimanche parce que vous êtes un top manager dans l'hôtellerie, mais vous êtes censé être disponible pour les hôtels parce qu'ils fonctionnent, parce qu'il peut y avoir des incidents dans les hôtels, il peut y avoir des réponses à apporter aux hôtels un samedi, un dimanche pendant les vacances scolaires. Donc, c'est un métier qui vous prend beaucoup, beaucoup de temps. Après, aujourd'hui, avec les outils de communication et la digitalisation, ça facilite quand même beaucoup de choses. Le temps de présence à l'hôtel est moins important qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, il faut balancer les choses. Donc, pour résumer, il faut beaucoup d'engagement. Euh, les voies d'entrée sont multiples. Soit vous faites une formation dès le début, soit vous ne le faites pas, mais les possibilités de progresser dans l'hôtellerie sont importantes. Et encore une fois, c'est l'un des derniers secteurs d'activité où on peut commencer chef de réception, réceptionniste, serveur ou responsable de salle et finir directeur d'hôtel ou voire plus. Donc ça, il faut le garder en tête. Et je n'ai pas la stat précise, mais je pense qu'aujourd'hui, sur mes 20 directeurs d'hôtel en Afrique, je peux vous assurer, sans risque de me tromper, que 75% n'ont pas fait une école hôtelière au départ et que la plupart ont commencé sur des fonctions de middle management ou plus bas. Et donc, c'est une fonction très, très opérationnelle qui demande d'engagement pour pouvoir y arriver. Et en plus, c'est pas un métier sophistiqué. Donc, c'est quand même plus compliqué de se préparer à une fonction de pilote d'avion ou à une fonction d'ingénieur sur d'autres disciplines que dans le parcours hôtelier, avec un autre avantage. C'est quand même un métier qui vous permet de rencontrer, quand on parle de réseau, Mhm. énormément de monde pour pouvoir, pour même votre développement personnel. Exactement. Très clair. Parfait. On passe à la question suivante qui est sur le développement territorial et économique. Comment développer le tourisme dans des zones rurales tout en tenant compte des réalités culturelles et économiques locales? Alors, je suis pas, alors, quand j'ai vu la question, je ne suis pas sûr d'avoir compris la contrainte de réalité locale. Mais j'ai quand même tenté de répondre à la question. Moi, ce que je comprends, parce que ça, c'est un sujet qui revient très souvent dans nos discussions, quelquefois, on a une partie de notre clientèle qui est une clientèle internationale et qui, aujourd'hui, il y a des écarts de comportement ou des écarts de respect de la culture locale quand ils sont dans nos hôtels ou qu'ils sont dans des pays étrangers. Donc, c'est ce que j'ai compris. Si c'est Hmm. ça le point, c'est en lien avec votre première question. L'hôtellerie est un métier où on est appelé à servir beaucoup de clients qui ont en tout cas, qui viennent qui ont des origines différentes et qui ont des codes de valeur différents. Donc Hmm. ça, donc il faut être capable de s'adapter. Je prends les extrêmes encore une fois pour illustrer mon propos, entre un japonais et un sud-africain ou un allemand qui n'ont pas des codes de valeur identiques. Maintenant, si la question c'est comment on fait pour faire de l'hôtellerie et en même temps
développer et conserver notre patrimoine culturel dans nos différentes régions, ça c'est plutôt positif. Parce que pour moi, le sujet c'est de dire, quand je reprends le parallèle avec Onomo, la force d'une marque ou de l'hôtellerie en Afrique, c'est comment on utilise l'hôtellerie ou le tourisme pour valoriser la culture africaine, notre savoir-faire, notre histoire aux yeux du monde. Et donc ça, c'est plutôt positif. C'est comment on market des endroits qui sont complètement inconnus dans des zones reculées. Et moi, pour être très, très concret, je prends des exemples que j'ai vus récemment. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'Ivoiriens. Donc, je prends l'exemple d'Assini ou de Grand Bassam, qui sont dans l'absolu quand même en tout cas des zones qui sont assez reculées quand on vient de Paris, de Casa ou d'Afrique du Sud. Et moi, je suis assez fier des produits que j'ai trouvés dans ces zones-là récemment, des produits extrêmement qualitatifs qui montrent le savoir-faire ivoirien en respectant des standards internationaux. Et il n'y a aucune forme de dichotomie ou de contradiction entre la culture locale que l'on essaie de marketer et la cohabitation avec des touristes ou des voyageurs internationaux. Donc, je pense que c'est plutôt positif. Et le Bénin, aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, a une réflexion sur son tourisme qui est assez pertinente, qui n'est pas un tourisme de masse, mais qui est un tourisme qui valorise la culture. Alors, Dahomey, je ne vais peut-être pas dire ça, je vais éviter de en tout cas la culture béninoise de façon générale. Dahomey, ce n'est pas que le Bénin. Exactement. Mais en tout cas, c'est pertinent et on a des success stories à partager. Vous prenez le Maroc, c'est quand même une vraie réussite en termes de tourisme et de voyage de façon générale. Et malgré la présence de marques internationales, aujourd'hui, quand vous venez au Maroc, les hôtels, en tout cas, mettent en valeur la culture marocaine de façon très importante. Et si les gens adorent le Maroc, si aujourd'hui le Maroc va très vite dépasser la barre des 20 millions de visiteurs, c'est parce que le tourisme est assez authentique. Et donc, on montre ce qu'il y a de meilleur. Alors, ils ont des atouts, la gastronomie, la culture, la diversité des régions, mais c'est pas la seule pays qui a ces atouts en Afrique. Et pour mettre un peu de chauvinisme dans mon propos, quand je compare un pays comme le Sénégal et l'île Maurice, ils ont des atouts. C'est quand même des pays, pour ceux qui ont l'occasion de les visiter, qui sont assez comparables en termes de paysage ou en tout cas de Oui. géographie. Et par contre, l'île Maurice a une stratégie de promotion du tourisme qui est assez pertinente. D'abord, ils ont choisi de faire du tourisme haut de gamme. Alors, là aussi, je n'ai pas d'avis, mais en tout cas, c'est un choix. C'est du tourisme haut de gamme. Et toute l'économie est tournée autour de ce positionnement, de cette stratégie qui a pour vocation de montrer l'île Maurice dans sa meilleure version, avec des communautés très diversifiées entre hindous, on va dire, colonisateurs européens qui sont restés, les familles qui sont restées, les populations autochtones, donc qui aujourd'hui démontrent que la cohabitation est possible en Afrique et de façon stable. Et ils ont un patrimoine culturel très, très important qu'ils arrivent à marketer, à emballer. Ce n'est pas une destination peu chère. Pourtant, le tourisme contribue au PIB de façon importante parce que le positionnement est très fort et c'est l'aspect culturel qu'ils mettent en valeur. Alors, j'espère que j'aurai répondu à la question parce que j'avais l'impression que ça couvrait les deux sujets. Ça couvre les deux sujets. Je me demande aussi, est-ce qu'il n'y avait pas un angle dans cette question-là par rapport à l'opportunité qu'il peut y avoir justement pour cette cible développement de business entrepreneurs qui vous écoutent. Parce qu'on a l'impression que les grandes, voilà, les grands comptes, les grands groupes s'installent beaucoup plus dans les capitales. Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité du coup en zone rurale pour des entrepreneurs ou voilà, des entrepreneurs qui aimeraient développer des concepts hôteliers innovants, mais tout en gardant, tout en mettant en valeur la culture locale? Bon, tout à fait, c'est exactement mon point, c'était de dire que ça doit être un point. C'est un, c'est plutôt un atout qu'un problème. Hmm. Donc après, il y a des sujets d'infrastructure, c'est jamais facile à dire, parce que C'est sûr. routière, de transport, en tout cas, il faut un cadre, parce qu'on peut faire de la promotion du tourisme, il y a quand même un cadre qui doit être là. Ça doit être une priorité au niveau gouvernemental de promouvoir un pays et de créer le cadre, de faciliter les transports, de faciliter les accès aux visas, de faciliter l'accès au pays, de faciliter la formation. Donc ça, c'est un cadre qui doit exister.
qui n'est pas toujours le cas. Mais moi, ma conviction personnelle, c'est que globalement, quand le secteur privé prend des initiatives, il oblige le secteur public à s'adapter, à rattraper. Donc, il ne faut pas attendre que le cadre soit là pour forcer le sujet. Très bien. Donc, demain, si dans toutes les zones rurales en Afrique, il y a des hôtels et que les clients ou les voyageurs souhaitent y aller, ils forceront la décision de créer des autoroutes, pour donner un exemple très basique, et de faciliter les transports aériens et tout ce qui facilite l'accès à ces produits-là. Très bien. Pour finir sur cette question de développement du tourisme, il y a une question sur le tourisme holistique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous pensez que c'est un concept qui a un avenir prometteur pour le continent? Alors, bah, s'il y a bien un continent qui a un avenir pour le site, c'est l'Afrique. Parce que, là, en tout cas, il y a très peu de villes en Afrique, comme je citerai peut-être Marrakech, Cape Town, peut-être, qui sont des villes qui sont des vraies marques. Les gens vont à Cape Town pour Cape Town, les gens C'est vont à vrai. Marrakech pour Marrakech. En dehors de ça, il y a très peu de villes qui sont brandées comme ça. Donc, le tourisme holistique, dans le sens agréger des expériences pour le client ou le voyageur, bah, ça a tout son sens en Afrique. Aller à Zanzibar, aller à Dakar, aller à Nairobi ou dans d'autres villes, découvrir la cuisine, la musique, la façon de vivre, packager tout ça pour un client, c'est hyper pertinent. Et en plus, ça crée de la valeur. Alors, je vais rentrer dans des détails business, mais pour monter un type de business, parce que l'expérience, ça a ça a une vertu, c'est qu'il n'y a pas de prix. Pourquoi je dis ça? C'est très simple. Quand vous rentrez dans un magasin de chaussures, il y a un prix pour les chaussures, et si on vous le vend 20% de plus, vous savez que ce n'est pas le prix. Si vous avez acheté une voiture, vous savez combien ça coûte. Si on vous le vend 20% de plus, 20% de moins, Il y a vous des savez pas références, le prix. oui. Il y a des vraies Est-ce- références. Oui. Un souvenir, ça n'a pas de prix. Une Mm. expérience, ça n'a pas de prix. Et pour illustrer mon propos, c'est aujourd'hui, si je demande à ceux qui sont mariés ou ceux qui ont une expérience personnelle, euh, combien vous paierez pour avoir le plus beau mariage du monde, je pense qu'on aura autant de réponses que de personnes. Qu'est-ce que ça coûte d'avoir un souvenir sur une île à Zanzibar, tout seul, avec sa chair et tendre ou l'équivalent? Il n'y a pas de prix. Vous pouvez mettre le prix que vous voulez, et donc ça, c'est créateur de valeur. Donc l'expérience n'a pas de prix. Donc oui, effectivement, on a la matière première pour l'expérience. Et donc le tourisme holistique, aujourd'hui, a tout son sens pour le continent africain. Pour moi, c'est un vrai levier. Et en plus, pour finir là-dessus, ça s'adresse à la clientèle internationale, parce que ça, c'est intuitif pour la plupart d'entre nous, mais ça s'adresse aussi à la clientèle domestique. Quels Mm. sont, je prends l'audience en témoin, quels sont aujourd'hui les Sénégalais qui connaissent l'Afrique de l'Est ou qui connaissent l'Afrique du Sud, ou vice-versa? Quels sont les Sud-Africains qui connaissent l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique du Nord? Très, très peu. Il y a 4 semaines, on organisait notre réunion chez Onomo avec tous les directeurs d'hôtels du groupe à Abidjan. Je peux vous garantir que quasiment 90% des directeurs qui venaient de l'Afrique du Sud, peut-être pas si c'est pas 100%, n'avaient jamais mis les pieds en Afrique de l'Ouest. Donc, ils n'avaient aucune idée, ni de la cuisine, ni de la musique, ni de l'expérience, ni à quoi ressemble une ville en Afrique de l'Ouest. Donc, Mm. effectivement, en tout cas, pour résumer mon point, le tourisme holistique a tout son sens pour le continent, à condition que ça soit bien fait. Ouais, très clair. On passe à des questions un peu plus techniques maintenant, sur Oui. la gestion opérationnelle et les stratégies d'entreprise. Comment surmonter les défis liés à l'emplacement, la rentabilité, la trésorerie dans la gestion d'établissements hôteliers ou d'appartements meublés non rentables? Ça, c'est vraiment l'opérationnel à vous qui doit... Alors, C'est pour vous, cette question. non, mais c'est une question. Alors, quand c'est technique, c'est plus simple, mais ce que j'ai envie de dire, c'est simple, c'est compliqué. Tout à l'heure, je disais que il y a des facteurs clés de succès. Donc, au départ, il faut maîtriser son investissement. La localisation, il ne faut pas se tromper. Donc, il faut faire des études de marché assez. Il faut prendre son temps. Alors, je vais dire la phase de préparation est très importante. Donc, faire les études de marché,
Il y a des cabinets qui sont là pour aider, c'est important. Comprendre son marché, les dynamiques de marché, la concurrence, la profondeur du marché, c'est important. Et puis après, la localisation, ça dépend de ce qu'on fait. Si on veut faire du tourisme, pour faire le lien avec la question d'avant sur des zones rurales, c'est quand même des parties où il y a moins de densité. Donc, il faut s'attendre à des niveaux de remplissage plus bas. Et donc, ajuster ses charges en fonction de son remplissage et des notions de basse et de haute saison. Si vous avez un hôtel business qui est dans une ville, dans une grande ville avec beaucoup de densité, vous avez peut-être des notions de saisonnalité qui sont moins importantes parce que le business, ça se fait toute l'année et qu'il faut intégrer le fait que le week-end et les vacances scolaires, vous n'aurez pas de clients et qu'il faut ajuster ses charges en fonction. Donc, si on reprend du début, bien étudier son marché, avoir la bonne localisation, maîtriser son investissement, parce que quelquefois, surtout ça, c'est des investissements, on va dire, à titre privé ou des petits entrepreneurs. Souvent, on a tendance à faire un hôtel comme on aimerait nous, Hmm. ce qui est une erreur. Ce qu'il faut surtout faire, c'est un hôtel que les clients souhaitent avoir avec le niveau d'investissement, le bon niveau d'investissement. On n'est pas en train de faire sa maison, on est en train de faire un produit qui est censé être rentable sur la durée. Ça, c'est très important parce que c'est la prochaine question, Mmh. qui était une question sur l'entrepreneuriat dans le tourisme. Comment Mmh. développer un business dans le domaine du tourisme et quels sont les pièges à éviter? Je Donc, pense c'est que ça. c'est ça Donc que tu les vois. deux sont liés. Et donc, le point, c'est de dire, donc il faut absolument ne pas surinvestir et ne pas sous-investir, non, parce que si on a un produit en dessous de ce qu'il est censé être, les clients ne viendront pas. C'est Donc, ça. après, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des standards. Donc, il faut bien connaître les standards, se faire accompagner et avoir le bon niveau d'investissement. Parce que si on fait un mauvais investissement, bah, soit on a levé de la dette, soit c'est sur fonds propres, peu importe, mais on traîne l'investissement sur la durée et donc nos rentabilités sont assez limitées. Et puis après, une fois qu'on arrive dans la partie opérationnelle, la clé du succès, c'est une capacité de gérer qui est très importante. Donc, moi, je le disais tout à l'heure, d'abord, il faut avoir un produit que les clients comprennent, qui est simple et qui répond aux besoins. Et après, capital humain, très important, le bon capital humain. Et après, les points de charge que j'avais évoqués tout à l'heure, l'énergie, c'est important. Donc, se faire accompagner pour maîtriser son énergie. Les charges variables, alors, c'est quoi que j'ai là? Donc, les charges variables, limiter le gâchis, parce que quand on fait de la restauration, il faut Oui. pouvoir calibrer ses dépenses. Euh, donc, l'énergie, les ressources humaines, toute la partie charge variable, et surtout sur la durée, avoir une stratégie de maintenance de son produit, parce qu'il y a des règles. Hein. En général, on dit qu'il faut dépenser 4% de son chiffre d'affaires tous les ans pour maîtriser pour maintenir son produit. Euh, 4%. 4%, donc à peu près, dans son chiffre d'affaires pour maintenir son produit. Et si on veut l'améliorer, bah, il faut avoir un investissement tous les 5 ans. Parce que la durée de vie d'un produit aujourd'hui, avant c'était 10 ans, mais maintenant c'est 5 ans. Tous les 5 ans, ça passe de mode. Et donc, il faut remettre un peu de CAPEX pour rester à jour. Donc, quand on a tous les métriques, j'ai envie de dire, voilà, ça fonctionne. Maintenant, il faut bien les connaître et c'est pour ça que la phase de préparation est importante. Et moi, je ne suis pas contre les initiatives privées, mais mon point, c'est de dire, si vous voulez faire un hôtel, c'est un métier d'expert. Faites-vous accompagner, voilà, par des experts. Et l'investissement que vous faites pour cet accompagnement, bah, vous le retrouvez sur la durée au niveau de l'opération, des opérations. Exactement, un métier d'expert. Et justement, encore une question d'expert. Les modèles de développement hôtelier. Quels sont les modèles viables pour développer et structurer des activités hôtelières en Afrique? Les franchises, les marques indépendantes, les investissements locaux internationaux. Et ça me fait penser tout à l'heure, quand vous disiez, Onomo a pour objectif de doubler, de passer de 25 à 50 hôtels d'ici 5 ans, je crois. Est-ce qu'il y a une volonté de faire des franchises ou c'est in-house uniquement que les 25 vont être développés? Non, non, on fait des contrats de gestion essentiellement parce qu'on sépare la partie immobilière et la partie opérationnelle. Donc aujourd'hui, le schéma est simple pour répondre à votre question, mais après je répondrai à l'autre question. Tous les grands groupes internationaux sont passés par on va dire, cette trajectoire. C'est le même modèle. Euh, on fait des hôtels pour nous. On fait de bout en bout, on est opérateur et investisseur. Et on a investi dans le foncier, dans les murs.
on a opéré nos hôtels et on a fait la démonstration en 15 ans qu'on sait gérer des hôtels et les rendre rentables. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc, tous les groupes ont se passé par là. Donc, on vend nos services à des investisseurs tiers qui ne sont pas des hôteliers. Donc, des hôteliers, des investisseurs qui veulent investir dans l'hôtellerie. Donc, ils vont investir dans les fonciers et murs. Et nous, on les accompagne pour construire un hôtel avec les standards internationaux. Et ensuite, on les accompagne dans l'opération de l'hôtel pour qu'ils ne fassent pas d'erreur. Et donc, en plus, ils bénéficient de la force de la marque parce que les clients choisissent des marques pour des standards. Et donc, le développement se fait par des contrats de gestion. Donc, on a des investisseurs qui investissent sur la marque et nous, on gère les hôtels pour le compte de ces investisseurs-là. Donc, si je reviens à la question, je ne sais pas c'est quoi le bon modèle. Ça dépend de chacun. Ça dépend de la taille des bourses. Les trois modèles existent et les trois modèles fonctionnent. Ça dépend de où est-ce qu'on en est dans son parcours d'investissement. Mais en tout cas, je pense que la question ne vient pas d'un groupe hôtelier, la question vient d'un individu qui se pose la question. Donc, la question, c'est si vous voulez investir dans l'hôtellerie, moi, ma recommandation, ce serait de faire contrat de gestion ou franchise, oui, c'est ça, contrat de gestion ou franchise. Mais dans les deux cas, il faut vous faire accompagner par des opérateurs dont c'est le métier. Donc, si vous êtes en contrat de gestion, vous allez avoir la marque plus leur expertise opérationnelle. Si vous avez la franchise, vous avez la marque, mais vous n'avez pas l'expertise opérationnelle. Donc, vous avez une facture qui est moins importante. Pour faire simple, vous n'avez que la force de la marque. Après, il faut, je pense, moi, ma recommandation, si ce n'est pas avec cet opérateur, prendre un gestionnaire tiers, dont c'est le métier, qui vous accompagne à la gestion de l'hôtel. Voilà. Très bien. On va finir avec la question sur la digitalisation et la transformation numérique, même si vous l'avez un petit peu abordé durant la keynote. Comment les nouvelles technologies et la digitalisation peuvent-elles réinventer l'expérience client dans le secteur et optimiser la gestion et le positionnement des établissements hôteliers en Afrique? Clients et établissements. Alors, la digitalisation a révolutionné notre métier. C'est très, très simple. Alors, on est passé par plusieurs étapes. Historiquement, comment ça s'appelle, quasiment 100% des hôtels étaient remplis de façon, ce que j'appelle offline. C'est-à-dire, on allait voir les clients pour signer des contrats, soit c'est des agences de voyage, soit c'est des tour opérateurs, soit c'est des entreprises privées avec qui on signe des contrats qui nous garantissent que tous leurs clients, leur personnel vont dormir dans tel temps dans votre hôtel. Et donc, la force commerciale était très importante. Donc ça, c'était pas il y a longtemps, c'était il y a 20 ans, ce que je dis là. Donc, c'est pas il y a très longtemps. Donc, entre-temps, la digitalisation est passée par là et la spécificité des métiers de service, pour ceux qui ont un peu suivi, en tout cas, l'arrivée des GAFA, le e-commerce, il a été d'abord drivé par les métiers de service. Donc, c'est pas pour rien qu'Amazon ou les libraires, ou en tout cas des gens qui vendent des produits faciles, ont été les premiers à bénéficier de l'e-commerce. Parce que en 2 clics, on pouvait commander un livre, on pouvait réserver un billet d'avion, on pouvait louer une voiture, on pouvait louer une chambre. En tout cas, tout ce qui est lié au service, c'est allé beaucoup plus vite que pour les autres. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Airbnb, Uber, aujourd'hui, sont des références parce qu'ils vendent de la tech et ils ne vendent du digital, ils ne sont pas propriétaires. Airbnb a 0 hôtel dans le monde, 0 appartement. Uber n'a pas une seule voiture, n'a pas un seul taxi sur en tout cas en propre. Par contre, ils vendent une technologie. Donc, la technologie aujourd'hui a fait le lien entre le client et le prestataire directement. Et donc, Booking.com, que tout le monde connaît, n'a pas un seul hôtel en propre. Pourtant, c'est le premier distributeur d'hôtels au monde. Donc, du coup, ça, c'est un vrai game changer. Et donc, ça a impacté notre vie sur deux sujets. Le premier sujet, c'est la commercialisation des hôtels. Donc, on peut réserver un hôtel depuis n'importe où dans le monde, simplement avec son téléphone. Donc, ça a changé. Donc, la commercialisation est passée d'un mode offline à un mode online. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il faut être distribué online. Le deuxième point, c'est que ça
donner plus de visibilité aux hôtels. Et donc là, ça a redistribué les cartes parce que Mhm. jusque-là, un propriétaire indépendant qui est bah, tiens, dans une zone rurale que personne ne connaît, il ne pouvait pas se battre contre Accor, Hilton, parce que ces gros players avaient des moyens beaucoup plus importants pour être visibles n'importe où dans le monde. Accor peut mettre un hôtel à Abidjan, à Cotonou. S'il veut qu'un Chinois le voit, il va le voir. Il donne de la visibilité à ces hôtels. Le digital a réduit les écarts parce qu'aujourd'hui, avec Booking.com, si vous avez un petit hôtel dans le fin fond du Niger, ben, Booking.com vous permet d'être vu par un Chinois qui est à 22 heures de vol de vous. Donc, ça a rééquilibré les forces. Du coup, l'écart entre les grandes marques et les marques ou les hôtels non brandés s'est réduit très vite. Donc ça, c'est une vraie opportunité pour les petits entrepreneurs et les petits hôteliers qui aujourd'hui n'ont pas besoin de force commerciale, n'ont pas besoin de gros budget marketing pour être visibles. Donc, vous avez accès à leur hôtel facilement au bout de votre téléphone. Donc ça, c'est le deuxième impact. Et le troisième impact, c'est que ça a changé le parcours client. Donc, on va dire, votre hôtel aujourd'hui est scoré par vos clients. C'est les clients qui disent si c'est un bon ou un mauvais hôtel. Tout le monde, le petit pouce que vous mettez après avoir visité un hôtel ou le score que vous donnez de 3 sur 5 ou de 4 sur 5 ou les étoiles que vous voyez, c'est un critère très important pour quelqu'un qui ne connaît pas un hôtel pour réserver. Donc, s'il voit que vous avez un score très élevé, que 90% des clients qui ont séjourné dans votre hôtel sont contents, bah, du coup, ils réservent avec confiance. Du coup, ça a aussi réduit les écarts en termes de marketing entre un produit lambda et une grande marque. Parce que ce n'est plus la marque qui dit je suis le meilleur, c'est le client qui dit quel est le meilleur, qui a le meilleur produit. Donc, du coup, le parcours client a changé et même quand le client est dans l'hôtel, il peut commander en ligne, il peut vous noter en ligne, il a toutes les informations sur son téléphone, il n'a pas besoin d'interagir et il peut préparer son voyage avec son téléphone avant de venir. Il peut faire son check-in en ligne comme quand vous prenez un avion. Donc, ça a vraiment révolutionné notre métier. Donc, c'est une vraie révolution pour nous. Et donc, être, on va dire, aujourd'hui, avoir ce qu'on appelle, nous, des plateformes digitales euh, optimale ou pertinente, mais ça fait toute la différence entre un hôtel, on va dire, qui est bien distribué et un hôtel qui l'a pas. Donc, ça demande des investissements, euh, on va dire, très limités d'ailleurs pour les petits hôtels, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de petits outils qui permettent de faire ça. Mais c'est aujourd'hui indispensable d'être distribué et d'être digitalisé pour être Et vite. justement, parlons en termes de prospective. Vous qui êtes dans le domaine, Mhm. parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu venir Booking.com, Airbnb, ces plateformes digitales-là. En termes de prospective, vous qui êtes dans le domaine, quelles sont les opportunités de business que vous pourrez donner aux entrepreneurs qui vous entendent s'ils voulaient se servir du digital pour faire du business dans le tourisme? Bah, ces opportunités de business, c'est aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est votre premier commercial. Donc, plus vous avez du contenu pertinent, je refais le lien avec la question sur le patrimoine culturel, les expériences locales, si vous arrivez à avoir du contenu pertinent que vous pouvez mettre à disposition du marché, vous vous mettez au même niveau que l'ensemble des grandes marques. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un produit pertinent et de pouvoir l'animer grâce aux réseaux sociaux parce qu'elle vous donne une force quasi équivalente aux grandes marques. Donc, c'est ça l'innovation. En fait, l'innovation, c'est comment on arrive à rendre une expérience intangible en le racontant, en le rendant tangible, parce que avec les réseaux sociaux, vous pouvez créer de l'expérience pour le client avant son arrivée, pendant son arrivée, et puis surtout, ce qui est fort, c'est que ça vous permet de garder le contact avec le client pour avoir de la répétition de business. Donc, si on arrive à découper son business en avant, pendant, après, et qu'on arrive à être pertinent sur les trois, on peut créer très vite de la valeur. Par contre, je vais OK. me brancher parce que sinon, je vais perdre Ah oui, la batterie. la batterie. Oh, Deux très bien. petites avant la dernière question. Oui. La dernière question, on va prendre une question dans le chat. Il y a une question dans le chat qu'on va prendre au hasard, du coup, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous me dites quand vous êtes de retour. C'est bon.
Donc, il y a une question dans le chat. Que pensez-vous du positionnement de l'État dans l'industrie hôtelière ou votre perception de l'État dans la gestion des hôtels? De l'État, Oui. bah, dans la gestion des hôtels, bon, en tant que, Mm. on va dire, acteur privé, pas grand-chose, pour être très honnête. Peut-être sur des sujets, alors c'est pas vrai ce que je dis, sur des sujets de fiscalité, de TVA, voilà, pour, on va dire, alléger, aider, en tout cas, les acteurs du privé. Il y a des pays, c'est très hétérogène, où le niveau de TVA pour la restauration est moins élevé que, que pour d'autres secteurs d'activité. Donc ça permet quand même d'améliorer la rentabilité des hôtels. Ça, c'est au niveau des hôtels. Mais je pense que le grand game changer, c'est encore une fois de créer le cadre. Mhm. C'est C'est de ça le... créer, c'est de créer le cadre. Alors, le cadre, c'est très simple. C'est, encore une fois, facilitation des entrées dans les pays. Il y a encore aujourd'hui quand même beaucoup de pays, même je parlais encore du marché de 400 millions de voyageurs africains potentiellement. Mais aujourd'hui, à part sur l'Afrique de l'Est où il y a un visa sur 3-4 pays entre l'Ouganda, le Rwanda et c'était quoi le troisième pays? Et la Tanzanie, voilà. Pour l'essentiel des pays, pour passer d'un pays à l'autre, il faut un visa. Et Pas le donc, ça, Bénin. pardon? Pas le Bénin. Pardon, le Bénin, j'allais le citer comme exemple. Donc, il y a le Bénin et le Rwanda qui ont facilité les accès. Euh, je crois que le Sénégal aussi fait partie des pays dans la partie qui facilitent aussi les entrées en termes de visa. Mais pour l'essentiel des pays, il y a encore des contraintes d'accès au pays. Je pense qu'il faut lever. Le deuxième point, c'est les transports aériens. D'abord par leurs coûts. Les coûts sont exorbitants pour voyager en Afrique, ça c'est une réalité. Je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience. Oui, Euh, oui. moi qui habite au Maroc, je fais beaucoup la promotion du pays parce que pour le coup, c'est un pays qui vaut la peine d'être visité. Euh, mais je prends pour l'essentiel des pays subsahariens. Pour venir au Maroc, il faut un visa. Oui. Et donc, ça freine le tourisme quand on sait que Marrakech est à moins de 4 heures de quasiment toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest. Et donc, ça, en plus, en tout cas, je trouve que les prix sont assez accessibles une fois qu'on est sur le Maroc, mais c'est assez dissuasif en termes de tickets du prix du transport aérien et, et la promotion. Le troisième point, c'est la promotion pour les États, parce que là, pour le coup, c'est un vrai point faible. Je trouve que la promotion des destinations africaines est, si je peux parler poliment, assez moyenne, Oui. quasiment inexistante, quand on connaît le potentiel. Et pour l'anecdote, encore une fois, je prends la Marrakech comme exemple, ou le Maroc. Ils ont quand même réussi à faire du Maroc une marque, ou Marrakech, c'est une marque. Et donc ça, c'est une vraie performance. Aujourd'hui, c'est aussi glamour d'aller à Marrakech que d'aller à Ibiza ou dans d'autres destinations. Donc, ils ont réussi à faire cette performance. Maurice a réussi à faire cette performance. Et pour juste donner les Seychelles ont réussi à faire ça. Et quand je donne un exemple très simple, entre Madagascar et Maurice, on est à 2 heures de vol. Même environnement, tout quasiment pareil. Et Madagascar n'a pas réussi à faire de cette destination une destination glamour. Donc voilà, donc je pense qu'il y a trois sujets. Les transports aériens, il y a la facilitation de l'accès au pays et la promotion. Je pense que ça, c'est des sujets sur lesquels, en tout cas, j'attends plus de support des États respectifs. Super. J'ai encore deux questions pour vous, mais on va marquer une petite pause pour qu'on parle de comment est-ce qu'on bosse ensemble. Il y a deux questions qui reviennent souvent. Le développement des talents. Est-ce que vous avez une secret sauce pour ça? Parce que vous avez dit qu'il y avait un gros turnover. Et cette question de comment est-ce qu'on crée un pays marque. Mais juste avant qu'on en parle dans quelques instants, je pense que les participants et moi, on a beaucoup appris
là en 1 heure avec vous. Merci encore beaucoup, Souleymane. Et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui souhaiteraient échanger en privé avec vous sur leurs problématiques liées à leur carrière et à leur business. Et c'est là que nous, Entourage, justement, on intervient. Et on a mis en place avec Souleymane un processus très simple pour qu'il puisse aider les participants, qu'il puisse aider les personnes qui veulent faire du business, qui veulent créer de la valeur sur le continent. Et c'est tout simple, c'est sur la plateforme, on réserve une session avec Souleymane. Il est disponible uniquement les samedis. Il accorde en moyenne 1 à 2 heures par semaine pour accompagner les talents d'entourage. Et ça passe par 3 étapes tout simples. Quand vous réservez votre session, vous lui envoyez en amont vos questions pour qu'il puisse les prendre en compte et pour qu'il puisse préparer. Parce que dès qu'il a des réservations, il me demande c'est quoi les questions du client, c'est quoi la fiche client pour qu'il rentre dans la session le plus préparé possible pour vous donner des conseils personnalisés. Et durant la session, ben, il vous aide à créer une feuille de route pratique en apportant des réponses très claires par rapport à vos problématiques. Et après la session, mon équipe et moi, on fait le suivi auprès de vous pour que vous puissiez mettre en place les conseils. Et en plus, Souleymane, il a fait un truc très marrant récemment, vous vous rappelez? Il m'avait appelé pour me dire, mais ils deviennent quoi mes clients, au fait? Ils deviennent quoi? Elle devient quoi, Carole, la cliente que j'ai eue il y a quelques temps? Et vous avez dit, ben moi, c'est tout simple. J'aimerais bien échanger avec elle pour être sûr qu'elle arrive au bout de son projet. Et pour ça, on a mis en place encore une promotion de moins 50% sur les secondes séances, les secondes sessions avec vous. Donc, c'est très simple. Avec Entourage, en parlant avec Souleymane, vous pourrez régler le problème qui vous empêche de dormir depuis des semaines. Et ça passe par 2 formats. Des entretiens en tête-à-tête pour ceux qui sont prêts, qui ont des questions bien précises, qui veulent, et ils savent que Souleymane peut apporter les réponses à ces questions-là. Et c'est 2 fois par semaine, c'est uniquement les samedis, de 9 heures à 11 heures GMT, pour ceux qui le souhaitent. Donc, c'est des entretiens en tête-à-tête où vous pourrez poser vos questions, vos problématiques à Souleymane et il vous apportera les réponses pour vous aider à développer soit votre carrière dans le secteur en Afrique ou votre business. Mais pour ceux qui ne sont pas encore prêts, qui hésitent encore, qui ont un projet pas encore abouti, ben, il y a des formats en groupe limités à 4 personnes qui se tiennent une seule fois par mois. C'est les premières semaines de chaque mois. Et dans le cas de Souleymane, c'est les premiers samedis de chaque mois que ça se tient avec 4 personnes. Et ça vous permet d'avoir un premier aperçu des éléments, des conseils que Souleymane pourra vous apporter. Et ça vous permet également de networker avec d'autres professionnels du secteur. Et tout ça, comment ça se passe entre Entourage et Souleymane Cole, c'est bien sûr des sessions payantes. Et pour cela, on a mis en place un code promo, Cole25, qui vous donne droit à 25% de réduction pendant les 48 prochaines heures, pendant les 2 prochains jours, pour réserver vos échanges et échanger avec Souleymane. En réservant une session de 1 heure, vous avez automatiquement 15 minutes de plus pour échanger avec lui. Vous avez une préparation stratégique en amont avec nous. Et bien sûr, vous avez un suivi sur 2 mois. Et ça coûte tout ça environ 190 euros avec le code promo pour 1 heure d'échange ou 113 euros avec le code promo pour 30 minutes d'échange. Et bien sûr, pour ceux qui veulent échanger en groupe, ça coûte tout simplement 56 euros. Donc, moins de 35 000 francs CFA pour investir sur votre carrière ou votre projet pour aller plus loin dans le secteur hôtelier. Et pendant que, monsieur Souleymane, vous êtes avec nous de nouveau, voilà. Pendant qu'on va vous lancer un petit sondage, pour ceux qui souhaitent échanger avec Souleymane, on vous lance un petit sondage pour que vous nous laissiez vos coordonnées, pour qu'on vous appelle dès lundi pour vous accompagner dans le processus. Si vous souhaitez échanger avec lui, voilà, remplissez juste ces 3, 4 questions et on vous appellera, mon équipe et moi, dès lundi. Pendant qu'il remplit ce sondage, Souleymane, donc j'en profite du coup pour vous demander les 2 questions. Allez-y. Comment, c'est quoi votre secret sauce pour retenir les talents? Parce que vous avez dit il y a un gros turnover. Comment vous Mhm. faites? Pour retenir les talents. Puis, ou pour développer le capital humain dans le secteur. Ouais, honnêtement, il n'y a pas de secret spécifique pour l'hôtellerie ou pour moi. En tout cas, il y a des règles de base. Le capital humain, les collaborateurs ont besoin d'avoir des perspectives dans leur carrière. Donc ça, c'est hyper important. Quand on rentre dans une boîte, le plus important, en tout cas, c'est mon avis, c'est pas forcément le salaire à l'entrée. Ce qui est important, c'est de donner du sens au travail et ensuite de pouvoir accompagner le collaborateur dans son plan de progression. Donc l'idée, en général, on reste sur un poste 2 ans, 3 ans, et l'idée, c'est de préparer le next step avant que le collaborateur se retrouve à s'ennuyer, à ne plus apprendre, ou à ne plus progresser, ou... parce que c'est là où les difficultés que j'évoquais dans notre discussion commencent à prendre plus de place, parce qu'on commence à voir tout en noir, tout devient compliqué, tout ce qu'on arrivait à faire facilement, on le fait moins facilement parce qu'on s'ennuie, parce que c'est trop long. En tout cas, le point, c'est de dire, quand vous rentrez, on vous donne, ben, quand on essaye, c'est pas contractuel, mais l'idée c'est de dire, on essaie de faire progresser les collaborateurs, de leur faire toucher à toutes les fonctions du métier
pour en faire des potentiels managers qui ont une vision exhaustive du métier. Et qu'au bout de 5, 10 ans, on a potentiellement un manager qui a fait de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de la réception, de la vente, du marketing et qui est de la finance, de l'audit, qui a touché à Tous les métiers. tous les métiers. Et au bout du bout, bah, on a un manager qui est complet. Alors, on n'est jamais spécialiste de tout parce qu'on a toujours un background qui est important. Euh, Moi, je reviens sur mon exemple personnel, j'ai un background de vente qui est assez marqué. Et marketing, vente, marque, ça c'est ma passion. Ma deuxième passion, c'est les êtres, bah, le capital humain, le développement humain. Après, sur le tard, j'ai appris la finance, j'ai appris la comptabilité, j'ai appris euh, l'audit, j'ai appris à comprendre les plans de maintenance, j'ai appris à comprendre les ressources humaines, donc, tous ces sujets-là. Donc, je ne suis pas expert, mais je pense que je comprends. Et du coup, ça vous donne une vision globale du métier qui vous met dans une position de manager. Donc, c'est ça qui est important. Donc, il faut donner des perspectives aux gens. Donc, parce que quand les gens n'ont pas de perspective, ce qui se passe, c'est que le seul critère de discussion, c'est le salaire. Et donc, dès que vous avez un concurrent qui vient, bah, il suffit qu'il mette 5% ou 10% de plus à votre collaborateur et il part. Euh, donc après, moi, il y a des gens qui sont drivés par on va dire le salaire ou le package, et je respecte et je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais je pense que construire une carrière cohérente, c'est un investissement à long terme qui est plus rentable que de sauter d'un hôtel à l'autre, ou en tout cas d'un établissement à l'autre, Mm. parce qu'on vous donne X% d'augmentation. Voilà. Donc, parce que du coup, pourquoi je dis ça, c'est que quand vous avez fait votre cursus au bout, vous, en tant que personne ou en tant qu'expert, vous avez une valeur. À la limite, donc, ça c'est un conseil, on va dire, presque personnel, c'est que c'est vous qui retournez la négo. Parce que vous avez une valeur, vous êtes compétent sur beaucoup de choses, et il y a très peu de gens qui ont votre expertise, et à la limite, c'est vous qui donnez le prix, votre prix. Ok. Euh, Alors que si c'est l'inverse, si vous avez un peu comme tout le monde, bah, c'est votre patron ou le marché qui décide de votre prix. Donc tout le monde connaît la formule, plus c'est rare, plus c'est cher. Et donc, il faut se débrouiller pour être rare. Alors, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut se débrouiller pour avoir une expertise qui est le plus unique possible pour qu'un investisseur considère votre capital et votre skill set comme un investissement pour son business. Donc, il ne faut pas se leurrer, hein. On est tous des outils pour le développement du business de quelqu'un ou de son propre business et que vous avez une valeur dans cette chaîne de valeur. Donc, il faut la créer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, il faut créer cette valeur-là. Ok, j'espère que vous entendez bien, chers participants. Il vous reste encore quelques minutes pour remplir le sondage si vous souhaitez être rappelé. Et deuxième question, Souleymane, c'est, on a parlé du Maroc comme pays qui a créé un pays marque. Comment est-ce qu'on fait pour créer un pays marque? Un pays marque, comment on fait? Alors, les ingrédients, alors ça, c'est une question hyper intéressante parce que c'est vraiment pas différent que de créer une marque comme Coca-Cola. Je fais simple, comme McDonald's, comme, je sais pas, les marques que vous connaissez, iPhone, les plus grandes marques du monde. Il faut d'abord, encore une fois, créer une marque, c'est un sujet de marketing. Donc, l'exemple est très, très important. Le Maroc, comme dans tous les pays du monde, a ce qu'on appelle un office du tourisme. Et le dernier patron de l'office du tourisme du Maroc, c'était le patron de Coca-Cola. Ce n'est pas Mhm. quelqu'un qui vient du tourisme, qui vient de l'hôtellerie, de l'aérien ou peu importe. C'était le patron de Coca au Maroc. Et donc, comme le tourisme est une priorité encore une fois, à votre question de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on entend de l'État? C'est de créer le cadre et que c'est une priorité pour l'État. Ils ont donné à l'Office du tourisme, parce que c'est quoi la mission de l'Office du tourisme? C'est de promouvoir une destination. Et la promotion, c'est du marketing. Pour ceux qui ont fait les cours de marketing, bon, maintenant apparemment c'est les 5 P, mais à l'époque c'était les 4 P. Les Et quatre, oui. donc, un des 4 P avec le prix et la place, c'était la promotion. Et donc, l'Office du tourisme, son job, c'est de promouvoir une destination. Donc, c'est de faire du marketing. Donc, il faut créer un produit de zéro. Donc, il faut créer un produit avec une offre. C'est quoi la promesse client? Quelles sont les dépenses marketing pour promouvoir le client? C'est quoi le contenu? C'est du marketing. C'est un produit qu'il faut créer. Et c'est là où beaucoup, beaucoup de pays africains se trompent
parce qu'ils considèrent leur office du tourisme comme un sujet administratif comme un autre, alors que c'est du branding. Voilà, pour faire simple, c'est du branding. Donc, il faut créer une marque, un positionnement. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de Maurice. Ben, Maurice ou le Rwanda, parce que tout le monde a, je pense, vu le slogan Visite Rwanda, ils sont en train de promouvoir une destination comme n'importe quel produit marketing. Et Maurice a choisi d'abord, il faut choisir, non, je ne vais pas faire un cours de marketing, mais il faut d'abord choisir son positionnement. Est-ce que je fais un produit bas de gamme, économique, upscale, luxe? Je choisis. Et Maurice a dit, nous, on est une destination haut de gamme, luxe. Ils ont raison, ils n'ont pas raison, chacun fait ce qu'il veut, mais leur positionnement, c'est luxe. Ensuite, ils créent le contenu pour être en cohérence avec leur positionnement. À Maurice, il n'y a que des hôtels 4 étoiles et plus. Il n'y a pas. Vous voulez faire un hôtel 3 étoiles, vous n'avez pas les autorisations. Donc, ils vont jusqu'au bout de la démarche. Donc, ils créent les hôtels hôteliers. Le capital humain est formé pour gérer des clients upscale et luxe. Et ensuite, ils ont des prix, parce que c'est le troisième ou le quatrième P du marketing, qui sont positionnés en destination luxe. Tout le monde ne peut pas aller à Maurice, c'est une réalité, mais c'est un positionnement qu'ils assument. Donc, il y a d'autres pays comme le Maroc qui ont créé une destination qui est basée sur la gastronomie, sur l'expérience, sur des sujets comme ça. Et donc, ils ont axé toute leur promotion sur la diversité culturelle, la gastronomie du Maroc. Euh, et ils ciblent. C'est vraiment un produit marketing. La cible, c'est l'Europe. Je disais que l'Afrique, c'est à côté, mais ils ne le traitent pas. Bon, écoute, moi, j'ai mon avis, mais je pense qu'ils loupent un marché. Mais ils ont considéré que les marchés les plus porteurs pour eux, c'est l'Europe. Donc, ils ont ciblé l'Europe, ils font de la promotion sur l'Europe, ils font des produits pour l'Europe. Ils ont un positionnement multisegment. Donc, il y a des low cost, du charter, et ensuite, ils ont des produits très haut de gamme. Donc, ils font un peu, voilà, c'est un positionnement un peu plus mix, moins marqué que celui de Maurice. Et après, ils ont des événements sur lesquels alors, j'ai mon leverage, ils s'appuient pour supporter la destination. Euh, c'est pas, on peut considérer ça comme un coup de chance, mais ça l'est pas. Quand le Maroc arrive en demi-finale de Coupe du Monde, je peux vous garantir que c'est pas un hasard. Il y a un investissement de 10 ans pour que l'équipe nationale du Maroc soit une vitrine pour le pays. Et aujourd'hui, le monde entier, grâce à l'équipe du Maroc, connaît le Maroc. Tout le monde connaît le Maroc. Donc, il y a un investissement qui date de 10 ans parce que le sport, c'est aussi du soft power. Donc, les gens utilisent le sport pour promouvoir leur destination. Donc, il y a une vraie stratégie derrière de marketing. Et si on va jusqu'au bout, aujourd'hui, le Maroc ramène, entre guillemets, les meilleurs Marocains de la diaspora pour être les visages du Maroc. Un Maroc intelligent, un Maroc éthique, un Maroc avec de l'expertise. Et ça rassure les investisseurs. Et donc, eux, ils se disent, bah, si j'investis au Maroc, bah, mon investissement, il est sécure. Donc, voilà, c'est vraiment une très bonne question. Il faut créer alors, plus le Rwanda, c'est encore un autre exemple de positionnement où le positionnement est très différent. Le Rwanda, c'est une destination pour des conventions. Donc, ce qu'ils ont dit, on a un pays safe. Venez organiser vos réunions chez nous. Vous allez avoir du dépaysement, des prix accessibles, des infrastructures adaptées. C'est très digitalisé, des grandes salles de réunion. Toutes les conventions aujourd'hui en Afrique, quasiment, se font à Kigali. Et donc, c'est un positionnement, c'est le séminaire. Donc voilà, mon point, c'est comme ça qu'on le crée. Et la clé du succès, c'est de considérer que le pays ou la destination est un produit marketing comme n'importe quel produit marketing. On doit se reconnaître à travers le produit. Et on n'est pas obligé de couvrir tous les marchés. On choisit son Voilà. positionnement Et on va au bout. et on va jusqu'au bout. Très clair. Très clair. Et Dalla, c'est une dernière question pour vous. Quelles sont, voilà, c'est quoi les questions qu'on vous pose le plus souvent, ou bien c'est quoi vos challenges actuels, ou bien même les participants, quels sont les sujets qui peuvent venir aborder avec vous lors d'un tête-à-tête sur Entourage ou même lors d'un échange en groupe? Bon, moi, des questions, j'en ai beaucoup, mais moi, en tout cas, la question qui m'éclate, qui m'excite le plus, c'est comment on fait pour créer alors, ou de l'hôtellerie ou du tourisme, ou en tout cas un business avec un ADN africain très fort et qui a succès. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même très peu de modèles
très peu, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a très peu de modèles de business afro-africains à succès. Euh, Onomo, pour moi, c'est un exemple, mais avec un bémol, il faut être très clair, le capital de Onomo n'est pas africain. Donc, les gens qui ont investi dans une marque africaine à 100% ne sont pas africains, les capitaux ne sont pas africains. Euh, donc, je pense que bon, c'est ça qui m'excite le plus, c'est comment donner de la confiance, investir sur des produits et un continent qui a un potentiel que personne ne remet en question et créer des success stories. C'est ça le sujet avec un capital humain qui, pour moi, est un des meilleurs au monde. Très clair. Très clair. Je vous laisse le mot de la fin dans une minute, Souleymane. Je voulais vous montrer le témoignage d'un de vos clients. Je ne sais pas si vous l'avez vu en temps passé sur la plateforme. Une de vos clientes a laissé un témoignage suite à une session qu'elle a eue avec vous. Elle était à la recherche d'informations terrain sur comment le secteur hôtelier se porte en Afrique, ainsi que les évolutions de carrière de ce secteur-là. Elle a jugé que la session a été très informative et à la hauteur de ses attentes. Elle a reçu des conseils clés qui feront avancer ses réflexions de manière plus concrète et elle vous recommande vivement. Et moi, je vous remercie énormément de nous faire confiance et de vous rendre disponible 1 à 2 heures par semaine sur Entourage pour accompagner ces porteurs de projets ou ces jeunes cadres, ces talents qui souhaiteraient revenir sur le continent et qui aimeraient bien peaufiner leur projet avec vous. Et donc, vous les participants, hein, la balle est dans votre camp. Si vous voulez échanger avec Souleymane, vous avez le lien juste dans le chat, le lien de son profil sur Entourage. Vous avez sa bio, son parcours, ses achievements. Vous pouvez tout voir, tout apprendre sur lui. Et quand vous êtes prêt à réserver, le code promo COL25 est toujours disponible. Et donc, si vous souhaitez passer à l'action, le lien est dans le chat. Et la semaine prochaine, pour information, il y a une jeune dame qui prend votre place, Souleymane. C'est Issima. Je ne sais pas si vous la connaissez. Issima, la DG de L'Oréal. De Pas de L'Oréal nom. voilà, qui est dans l'industrie de la beauté et du luxe et qui va donc animer une keynote, une masterclass sur comment est-ce qu'on réussit dans cette industrie de la mode, de la beauté et du luxe. Le lien est dans le chat si vous souhaitez vous inscrire en avant-première pour sa masterclass également. Et donc, Souleymane, le mot de la fin est à vous. Moi, je vous remercie énormément pour votre temps. On a débordé, on a fait 1 heure et demie parce que c'est passionnant, on a beaucoup appris. Et si vous souhaitez apprendre encore avec lui, vous avez le lien en chat et le mot de la fin est pour vous. Écoutez, moi, j'ai juste envie de vous remercier. Et puis, pour ceux qui sont, en tout cas ceux qui sont sur l'audience, je suis à votre disposition et c'est encore une fois par rapport à l'introduction, c'est plus une responsabilité de partage et de transfert de compétences qui m'anime qu'autre chose. Donc, c'est vraiment pour moi le sujet. Donc, essayons entre nous de créer une communauté où on partage de l'expérience, du savoir-faire. Et bah, d'ailleurs, si vous avez des suggestions pour moi je suis preneur. Donc, peut-être que je n'ai pas encore tout vu. S'il y a des hôteliers ou des experts en développement hôtelier sur l'audience qui souhaitent partager leur best practice, je suis preneur. En tout cas, merci à vous et puis à votre disposition. Parfait. Merci à tous. Vous passez un agréable week-end et on se retrouve jeudi pour une masterclass sur la beauté et le luxe. Passez une bonne soirée, une bonne fin de journée, pardon. Merci. Merci, Souleymane. Merci à tous. Au revoir.